La Masia. Si on connaît un minimum le football, ce nom nous évoque forcément quelque chose. Quelque chose de grand. La Masia du FC Barcelone, c'est l'école de la technique fine, du jeu éclairé, de l'excellence. En matière de formation, on est clairement sur le nec plus ultra. Et aujourd'hui, en cette période trouble financièrement, le Barça a la chance de pouvoir compter sur ce distributeur de pépites pour se relancer. Mais est-ce que cela va suffire à relancer le Barça? Parce que le passé nous a prouvé que toutes les pépites de la Masia n'étaient pas destinées à devenir des nouveaux Iniesta. Du coup, le concept aujourd'hui est assez simple. Je vous ai préparé une petite sélection de joueurs lancés par le Barça en pro durant ce siècle et on va voir ce qu'ils sont devenus. Allez, on commence avec un cas assez récent et franchement, je pense que c'est mon préféré. Riqui Puig. Ah, quand j'ai vu ses premiers matchs, j'ai vraiment cru qu'on le tenait, le nouvel Iniesta. La vision du jeu, la capacité d'accélérer le jeu soit par la passe, soit par la vitesse d'exécution, et même en 1 contre 1, il était vraiment bon. Bartomeu, Coman, vous avez du sang sur les mains. Alors oui, je sais, Riqui Puig n'était pas exempt de tout reproche non plus, je sais qu'il y avait quelques petits soucis au niveau de la mentalité, mais c'était un gamin, c'était un jeune, fallu lui laisser le temps. Bon bah depuis il joue au Los Angeles Galaxy. Pas le même standing, mais là-bas au moins il se régale et ses qualités sont vraiment reconnues et appréciées par le grand public. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que ça se bouscule à sa porte pour le rapatrier en Europe et c'est un peu dur pour lui parce que il a fait un choix assez courageux et assez intelligent en quittant le Barça de choisir directement la MLS, un bon championnat pour se relancer, alors certes évidemment à un degré moindre tu vois, mais le problème c'est que j'ai l'impression que même si la MLS a énormément progressé sur ces 10-15 dernières années, ça reste un championnat qui t'offre assez peu de visibilité en Europe, surtout auprès des gros clubs. Bon alors techniquement rien n'est foutu, hein, il n'a que 24 ans, mais j'ai quand même l'impression que c'est déjà un peu trop tard pour lui. Hein, j'ai l'impression que pour intéresser de nouveau un très grand club, c'est déjà entre guillemets trop vieux. Alors certainement qu'il reviendra en Europe tôt ou tard, hein, mais je pense que pour les rêves de très haut niveau et de Ligue des Champions, c'est terminé. D'ailleurs, en parlant de Ligue des Champions, on a des quarts de finale de folie qui arrivent, hein. Entre PSG Barcelone, City Real, Arsenal Bayern, Atlético Borussia Dortmund, impossible de rater ça. Donc si tu cherches un moyen de la regarder sans te ruiner amigo, j'ai ce qu'il te faut. Que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou même la Formule 1, ces compétitions sont diffusées gratuitement en Belgique et en Suisse. Et avec NordVPN, tu peux te connecter en 2 clics au serveur de ces pays et en profiter peu importe où tu habites. L'astuce marche également en Espagne pour la Liga et en Angleterre pour la Première Ligue. Et si comme moi tu veux accéder à tes abonnements depuis l'étranger, là aussi tu es obligé de passer par un VPN. Si tu en as marre des pubs sur YouTube, NordVPN est là également. Il te suffit de te connecter en Albanie car il n'y a pas de pub sur la plateforme dans ce pays. NordVPN c'est également le VPN le plus rapide du marché et il est hyper simple à utiliser. Et surtout, c'est un outil essentiel pour protéger tes données. Et si avec tout ça tu n'es pas satisfait du service, tu peux te faire rembourser intégralement sous les 30 premiers jours. En passant par mon lien dans la description, tu as 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, ce qui te revient à peu près à 3 € par mois. Donc fonce tester ça amigo et merci NordVPN pour le soutien et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant on continue avec Giovanni Dos Santos amigo. Le mec était brésilien, espagnol et mexicain. C'était la fusion ultime du football le type. Bon moi j'ai 36 ans donc le football du début des années 2000, autant te dire que je m'en souviens bien. Et franchement, on y croyait tous. Le nouveau Ballon d'Or, le nouveau Ronaldinho, c'était lui, ça ne faisait aucun doute. En même temps, il était tellement fort. Les accélérations éclairs, les dribbles, le toucher de balle. Et ses débuts sur Rijkaard étaient vraiment pas mal. Non, vraiment, en 2007, c'était sûr. Encore une saison ou deux, la ligne d'attaque du Barça pour les 10 prochaines années, ce serait lui, Messi et Boyan. Il y a juste eu un tout petit problème. L'arrivée de Guardiola à la tête de l'équipe première. Parce que si on se souvient bien, il y a quand même une véritable rupture entre le Barça de Rijkaard et celui de Guardiola. Il y a une véritable lessive qui est opérée au sein de l'effectif. Pas mal de joueurs que Guardiola n'estimait pas suffisamment professionnels à son goût ont été pris et dégagés. Et dans l'eau, il y avait Dos Santos. Ça se termine donc par un transfert à Tottenham pour notre craquito mexico-brésilo-espagnol, et là-bas ça va pas franchement bien se passer. Ni son physique, ni son style de jeu ne lui permettent de s'imposer en Angleterre. À tel point qu'au bout de 6 mois, il est envoyé en prêt en Championship à Ipswich Town. Sacré retour à la réalité quand même. Hein. Bon là-bas ça se passe plutôt pas mal, du coup il enchaîne avec d'autres prêts mais dans de meilleures équipes, à Galatasaray, pas terrible, et à Santander, où là aussi il se relance plutôt pas mal. Mais malgré tout, Harry Redknapp
ne veut toujours pas lui faire confiance. Lui non plus n'apprécie pas le côté flétard de Giovanni Dos Santos. Parce qu'il faut rappeler une chose, hein, c'est que Dos Santos, on disait tous que c'était le nouveau Ronaldinho, et Ronaldinho lui-même le pensait aussi, du coup il l'a pris sous son aile, mais pas que d'un point de vue technique. Lui et Deco l'ont vite embarqué dans des soirées peu recommandables. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Bref, il aura fallu attendre ses 26 ans et un transfert à Villarreal pour le voir enfin à top niveau. 12 buts, 8 passes décisives, une magie retrouvée, mais aussi plus d'intensité, plus d'efforts défensifs. Toujours pas la méga star espérée, mais c'est devenu un vrai bon joueur. Un joueur beaucoup plus complet. Mais après cette belle saison à Villarreal, il ne confirme pas, il garde des séquelles de sa fast life et enchaîne les blessures. Au final, il ne restera que 2 saisons à Villarreal et finira par aller se relancer au Los Angeles Galaxy. Lui aussi. Là-bas, ça va plutôt pas mal se passer pour lui, il va plutôt bien se relancer à un échelon bien inférieur, bien évidemment. Et après ça, il va finir sa carrière, même si lui ne considère toujours pas vraiment que sa carrière est terminée, il espère toujours trouver un bon club. Il va la terminer au Club América, au Mexique, avec encore une énorme blessure. Alors je sais qu'il avait un frère qui joue à Barcelone également, Jonathan Dos Santos, mais lui, il y a vraiment eu zéro hype autour de lui et il a plutôt fait une bonne carrière par rapport aux attentes suscitées, donc ça rentrait pas forcément dans les profils que je recherchais. On continue avec un joueur que j'ai longtemps trouvé très sous-coté et qui est enfin en train de recevoir la lumière qu'il mérite. Un piston extrêmement offensif qui aurait pu être le digne successeur de Jordi Alba si on lui en avait donné l'occasion. Alex Grimaldo, 11 buts et 15 passes décisives cette saison avec le Bayer Leverkusen. Pour un piston, c'est monumental comme statistique. Et ce mec-là, ça me fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là parce que je n'ai jamais compris pourquoi il était autant méprisé avant ça. Que ce soit par les grands clubs qui n'ont jamais voulu investir sur lui, même quand il faisait de grosses saisons à Benfica, que ce soit par la sélection espagnole où il était quand même assez peu sélectionné ou assez peu considéré en tout cas, et par Benfica également qui l'a laissé partir libre après quand même pas mal de saisons. Alors certes, c'était peut-être un peu moins bien à la fin, mais quand même, ça restait quand même un super joueur, et ils ne lui ont pas proposé de prolongation, alors que lui voulait rester. Mais bref, au final, c'était un mal pour un bien, maintenant il vit sa meilleure vie, il va gagner un titre absolument historique avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga, il va peut-être aussi accrocher une petite Ligue Europa, c'est toujours possible au moment où je tourne cette vidéo, et franchement, ça me fait bien plaisir pour lui. J'ai l'impression que souvent les gens n'arrivent pas à comprendre que les performances de certains joueurs en équipe de jeunes ne présagent pas forcément des performances dans le monde professionnel. Là, on va en avoir un très bon exemple, si ce n'est le meilleur. Il avait mon âge et il avait toujours une longueur d'avance sur moi. C'est le joueur le plus talentueux que je n'ai jamais vu à la Masia. Le joueur dont on parle, ce n'est pas Lionel Messi, et celui qui fait cette déclaration, c'est Thiago Alcantara. Niveau talent, on se place quand même dans des sphères assez élevées. Et pourtant ce joueur, on l'a à peu près tous oublié aujourd'hui, l'Israélien Guy Assoulin. En même temps, il y a de quoi l'oublier puisqu'il n'a joué qu'un seul match avec le Barça. Après ça, il signe à Manchester City, 0 match. Il a joué à Brighton, mais il n'a fait qu'un prêt de 1 mois. Et après ça, il rentre en Espagne, mais que dans des clubs de D2. Santander, Grenade, Majorque, et jamais avec grand succès. Un énorme talent gâché qui n'a jamais su reproduire ses perfs au niveau pro. Après, certainement que sa lourde blessure au moment où Pep Guardiola voulait réellement l'intégrer dans ses plans n'a pas aidé et a dû lourdement freiner sa progression. Après, peut-être que le garçon avait un peu le boulard un peu trop vite aussi. Parce qu'au moment où Barcelone lui propose une prolongation de contrat, lui refuse parce qu'il n'acceptait pas d'être envoyé en prêt le temps d'une saison. Lui estimait qu'il était prêt maintenant à jouer en équipe première. Après, ça peut se comprendre, c'est humain avec le battage médiatique qu'il y a à chaque fois qu'une pépite sort de la Masia. Si on prend en plus en compte le fait qu'il ait été convoqué hyper rapidement, à seulement 17 ans en équipe d'Israël, ouais, ça a dû vite lui monter au cerveau. Bon, à 25 ans, je pense qu'il redescend un petit peu sur terre, il se fait une raison et il retourne en Israël, à l'Hapoel Tel Aviv. Et là, on se dit que c'est peut-être le bon move pour lui. C'est peut-être le bon cadre pour enfin s'épanouir tranquillement. Mais non, même là, il ne s'impose pas. Le reste de sa carrière ne sera qu'une longue poursuite du club idéal, D2 espagnol, Roumanie, Italie en série D et même le Kazakhstan. Et même au Kazakhstan, il ne jouera que 2 petits matchs. Il a beau essayer partout, ça ne veut pas. Comme si son talent n'avait jamais existé. N'empêche, de la Masia au Kazakhstan, est-ce qu'on serait pas sur le plus gros downfall de l'histoire, amigo? Quoique, j'en ai un autre pas mal de downfall également. De la Masia, en passant par le Sporting Portugal, les Grasshoppers de Zurich,
au fin fond de la Thaïlande. De buteur dans l'un des matchs les plus impactants de ce siècle à l'oubli total. Son nom ? Refren. Lui qui avait marqué le 5e but du Barça lors de la Manita collée au Real Madrid, joue aujourd'hui à 36 ans aux Lanfun Warriors à Chiang Mai. Et comme Assouline, lui aussi, il a vraiment pas mal voyagé. Portugal, Suisse, Belgique, Grèce, Croatie, 2e division des Émirats Arabes Unis. Ah, il a vu du pays. Alors j'ai un souvenir de lui au Sporting, pas celui d'un mauvais joueur. Il allait vite, il avait clairement du ballon, mais physiquement c'était un peu léger. T'avais l'impression quand même qu'il souffrait, qu'il n'était pas dans le même rythme que les autres, qu'il manquait un petit peu cette intensité pour vraiment exprimer toutes ses qualités à très haut niveau. Bref, une belle déception, mais lui ne s'en plaint absolument pas. En 2021, il disait même « Je réalise mon rêve, je suis heureux. Si c'était fini, je serais chez moi allongé. » Et en réalité, je m'en fiche qu'ils disent que je suis fini parce que je me sens heureux. Les commentaires sont gratuits et les gens peuvent bien en dire ce qu'ils veulent. Et en vrai, il a complètement raison. C'est pas déjà donné à tout le monde de faire une carrière en professionnel, et puis ça va être incroyable d'avoir vécu dans autant de pays tout en vivant de sa passion. Surtout que là, on parle d'un joueur qui a fui la pauvreté du Venezuela étant enfant, et qui l'espace d'un instant a tutoyé les sommets de ce sport. C'est beau, putain. Qui ici se souvient de Marc Muniesa, un défenseur pas très grand, mais très fin, dans tous les sens du terme. Je demande si vous en souvenez parce que c'était l'un des chouchous de Guardiola, il y avait une petite hype autour de lui, mais au final, on l'a assez peu vu jouer avec Barcelone. 2 matchs en 4 saisons pour lui. Et lors de son premier match, il prend un carton rouge. Bon, après ses 4 premières saisons à Barcelone, il n'y avait plus vraiment de grande hype autour de lui, mais quand tu sors de la Masia, t'as le petit label quand même. Hein, ça ouvre des portes. Puis il faisait quand même partie du groupe de la finale de 2009 quand même. Si t'es recruteur ou si t'es coach d'un autre club, tu te dis, si Guardiola l'a pris à ce moment-là, c'est quand même qu'il a une bonne raison. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit en première ligue. Bon, pas du côté de Chelsea ou d'Arsenal. Stoke City. Mais c'est déjà pas mal quand même. Par contre, au niveau football, là on est quand même sur un sacré choc des cultures. Passer de Barcelone et du tiki-taka à Stoke City et son jeu bien anglais, bien vintage, bien kick and rush, ça a dû lui faire tout drôle au petit Muniesa. D'autant plus que là-bas, il le considérait comme trop frêle pour jouer comme défenseur central, donc la plupart du temps il l'alignait sur un côté. Et en plus de ça, physiquement c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il avait déjà subi 2 très grosses blessures au genou. Donc bon, c'est quand même assez logique au final qu'il ne s'y soit pas imposé. Pour se relancer, retour en Espagne, petit prêt à Gérone, où ça se passe plutôt pas mal sur les 6 premiers mois, à tel point que Gérone au final investit quelques millions sur lui et le signe définitivement. Mais après ça, son corps va de nouveau le lâcher. Au final, il ne s'imposera jamais à Gérone et fera surtout des allers-retours entre le banc de touche et l'infirmerie. À ce moment-là, je pense que les rêves de grandeur sont terminés. Du coup, il va faire valoir son petit label La Masia pour assurer sa retraite. Fin de carrière au Qatar, à l'Arabie, Al Shahania, mais entre les deux, il tente quand même une petite aventure assez inopinée, assez inattendue, au Danemark, au Lyngby BK. Mais ça va tenir 6 mois. Il va très vite demander à retourner au Qatar. Sûrement pour le soleil. Amigo, si tu kiffes cette vidéo, pense bien à mettre un petit like pour la récompenser. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Allez, on enchaîne avec un joueur dont j'avais totalement oublié la formation à la Masia, Keita Baldé, le CR7 sénégalais. Après, c'est compréhensible qu'on ait un peu oublié son passage à la Masia, puisque c'est surtout du côté de la Lazio qui s'est révélé étant jeune. Il allait vite, c'était puissant, c'était technique, ça marquait des buts, franchement, c'était très prometteur au début, Keita Baldé. Hein. Quand il signe à Monaco, après sa très grosse saison à la Lazio en 2016-2017, franchement, j'étais carrément jaloux. Transfert à 30 millions d'euros à l'époque pour Monaco. C'était lui, de base, le successeur d'Mbappé. Sa première saison sur le Rocher n'est pas mauvaise, mais il est quand même assez irrégulier. Monaco n'est pas franchement convaincu. Et arrive une possibilité avec un transfert à l'Inter. Le seul problème, c'est que c'était seulement en prêt. Parce qu'encore une fois, il sortait pas d'une très grande saison. Donc l'Inter avait certainement voulu amenuiser un petit peu le risque. Et là, c'est peut-être là que sa carrière a pris un mauvais virage. Parce que lui accepte la proposition. Tu fais une saison correcte à Monaco, tu te retrouves à l'Inter, qui dirait non? Logique. Mais est-ce que c'était réellement le bon moment pour lui de retourner en Italie et de tenter sa chance à un niveau encore supérieur? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de rester à Monaco? Après, peut-être qu'on lui en a pas laissé l'opportunité, ça je ne sais pas, pour continuer de progresser tranquillement dans un cadre beaucoup plus serein. Comme on pouvait s'y attendre, à l'Inter, ça flop. Il fait un nouveau prêt en Italie, c'est pas ouf.
Et après ça, il ne va jamais réussir à rattraper le train. Alors aux dernières nouvelles, il joue toujours, hein. Il est prêté à l'Espanyol Barcelone, retour à Barcelone quelque part, en prêt de la part du Spartak Moscou. Et aux 3/4 de la saison, son compteur de but pointe toujours à 0. Alors j'ai noté aussi qu'en 2022, il a été suspendu pas pour dopage, mais pour violation de procédure de dopage. Mais au final, les analyses n'ont rien révélé. Et j'ai encore une anecdote, celle-là c'est la meilleure. L'année suivante, il aurait trompé sa femme avec... Accroche-toi bien. Wanda Nara. Oui, oui, la femme d'Icardi. Celle qui a trompé Maxi Lopez pour être avec Icardi. Vraiment une belle histoire. Bon, je suis pas très people de base, mais là franchement c'est trop. Hein. Alors Wanda Nara, en fait, se serait servi de Keita Baldé pour se venger d'une trahison de Mauro Icardi. Et la vengeance aurait même été au point d'aller envoyer à Icardi les textos, les photos, les vidéos, tout. Faites ce que vous voulez de cette information. Mauro Icardi, autre pépite de la Masia d'ailleurs, on a tendance à l'oublier. Mais bon, je vais pas m'attarder sur son cas, je pense que vous avez tous suivi son parcours chaotique du côté du PSG, et je pense que vous êtes aussi également au courant qu'il s'est plutôt bien relancé du côté de Galatasaray en Turquie. Allez, on redevient sérieux parce que de toute la liste, c'est franchement l'histoire qui me touche le plus. Je suis souvent dur avec les joueurs qui ne me donnent pas l'impression de tout donner pour le football, qui me donnent l'impression de gâcher leur potentiel, mais par contre, les joueurs qui donnent tout pour le football, qui ont un vrai talent, mais qui n'y arrivent pas pour des facteurs extérieurs à leur volonté, ça par contre, ça me brise le cœur. Abu Dhabi, ses innombrables blessures par exemple, je trouve ça terrible. Et là, pour Bojan Krkić, j'ai la même compassion. Alors je ne sais pas s'il avait plus de talent que Messi à l'époque, comme on pouvait l'entendre, mais vraiment... c'était très très fort. Meilleur buteur de l'histoire de la Masia avec 423 buts, début en équipe première à 17 ans et 19 jours, plus jeune joueur pro du Barça depuis la Seconde Guerre mondiale, plus jeune buteur de l'histoire du club un mois après son premier match. On était clairement sur le joyau de la Masia que Guardiola allait polir et faire briller de mille feux. Enfin, faut se rendre compte, même quand le Barça était à son firmament, lui réussissait régulièrement à obtenir du temps de jeu et à marquer des buts. Faut se rendre compte, pour sa première saison en équipe première, il joue pas moins de 48 matchs, certes pas tous comme titulaire, il marque 12 buts et réalise 6 passes décisives. C'est énorme. Les débuts sont magnifiques, hein. D'ailleurs Luis Aragonès, le sélectionneur espagnol de l'époque, compte direct sur lui pour l'Euro 2008. Sauf que lui est déjà au bout de ses forces. Le rythme des matchs, l'intensité et surtout la pression sont trop élevés pour ce jeune prodige. Il subit régulièrement des crises d'anxiété, des vertiges, il se sentait malade en permanence et cette comparaison constante avec Messi ne l'aidait clairement pas à s'épanouir. Lors de sa première convocation avec l'Aurora en 2008, il n'arrive même pas à rentrer sur le terrain tellement il est paralysé par l'angoisse. Et en 2008, si Bojan ne joue pas l'Euro, c'est pas parce que Luis Aragonès ne lui a pas pardonné cet épisode, au contraire, il l'avait convoqué, c'est Bojan lui-même qui ne se sentait pas capable d'assumer une telle responsabilité et qui a préféré refuser. Et ça, ce sera à peu près comme ça tout au long de sa carrière. La dépression et la pression extérieure vont l'empêcher d'exprimer son plein potentiel. Que ce soit à Stoke City, à Rome, à l'Ajax ou encore au Japon. Partout où il passe, c'est la même histoire, il en a marre, on lui rappelle tout le temps qu'il est le nouveau Messi, on lui rappelle tout le temps qu'il n'est pas à son plein potentiel alors que lui, tout ce dont il a envie, c'est de pouvoir jouer tranquillement. Ce qui est cool par contre, c'est qu'après tout ça, il a eu le courage d'écrire un livre pour expliquer ce qu'il a ressenti tout au long de sa carrière et c'est, je pense, un livre, une histoire qui a vraiment permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de gens dans le monde du football sur la dépression qui peut toucher les sportifs. Car oui, on peut être une star, gagner des millions et être super fort au foot et devenir dépressif. Et ce que je trouve très cool également, c'est qu'une fois sa carrière terminée, Laporta lui a proposé un poste à la Masia pour justement accompagner les jeunes et suivre un petit peu leur évolution d'un point de vue mental pour éviter que ce genre d'épisode ne se reproduise. Ça, c'est vraiment très classe. Bon, là déjà, j'ai beaucoup moins de peine. D'une, parce qu'il fait une carrière, disons-le, quand même très correcte. C'est pas devenu la méga star, on est d'accord, mais franchement, je pense qu'il y a un paquet de joueurs qui aimeraient bien avoir sa carrière. Barcelone, Porto, Fiorentina, Betis, fin de carrière aux États-Unis, puis en Arabie Saoudite pour bien assurer la retraite, une sélection en A avec l'Espagne, c'est propre. Mais je ne suis pas plus peiné que ça que Cristian Tello ne soit pas devenu le nouveau Pedro, comme on l'annonçait au départ. Parce que lors de ces 2 saisons à Porto, je peux te dire qu'il m'a bien fait péter un câble. Hein. Alors, il avait du ballon, hein. Il allait vite, pas de problème, je dis pas qu'il était nul. Mais bordel, quel crevard!
Fallait lui donner un deuxième ballon et qu'il joue tout seul dans son coin. C'était insupportable. J'ai jamais vu un joueur aussi perso de toute ma vie. Je pense que lui, le tiki-taka, pour lui, c'est une sauce piquante, rien de plus. Bref, aujourd'hui, il joue toujours au football, en Arabie Saoudite, comme je le disais tout à l'heure, à Al-Fateh, mais il a déjà préparé sa reconversion. Ça, c'est bien, il n'a pas attendu, c'est plutôt intelligent. Il a déjà ouvert une concession d'automobile de luxe en Espagne. Alors de tête, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu une très grande hype autour de lui lors de ses débuts, même si forcément, dès qu'il y a une petite pépite qui sort de la Masia, les caméras sont braquées sur lui. Et je pense que beaucoup l'ont oublié aujourd'hui. Isaac Cuenca. Alors c'est pas le souvenir d'un mauvais joueur, attention, mais un joueur honnête. Un mec assez rapide, qui avait du ballon, qui faisait pas mal d'efforts défensifs sur son côté. Un bon petit ailier, quoi. Alors durant mes recherches, je suis tombé sur une interview de Pep Guardiola qui disait à propos de Cuenca qu'il était fan de ce joueur parce qu'il rendait meilleurs ses coéquipiers. Ça me semble être une manière très jolie de dire que c'était un très bon remplaçant. Et en 2011, mine de rien, il se fait quand même 30 matchs dans la saison, dont 20 comme titulaire. C'est pas rien. Peut-être qu'avec encore plus de temps, il aurait pu franchir des paliers et devenir un très bon joueur. Mais en 2012, il se blesse gravement au genou et ça casse totalement sa progression. Pire encore, la récupération de la blessure se passe mal et il va en garder des séquelles tout le long de sa carrière. Peu de temps après, il part à l'Ajax, en prêt, il n'y joue que 5 matchs et se reblesse au genou. Là, c'est clairement le début de la fin pour lui, en tout cas pour ce qui est du très haut niveau. À son retour de prêt, Barcelone ne croit plus en lui et veut rompre son contrat. Directement. C'est dur, mais Cuenca a son petit label La Masia lui aussi, il sait qu'il va pouvoir se trouver un bon petit club, et une fois libre, il signe Deportivo La Corogne. Il y joue régulièrement, mais on sent que le niveau n'est plus le même qu'à ses débuts. 2 buts seulement à la fin de la saison. Après ça, sa carrière ne sera qu'une longue succession de souffrances et de désillusions. Bursaspor en Turquie, 2 saisons à Grenade, Hapoel Beersheva en Israël, puis 2 piges au Japon, une première au Sagan Tosse, puis une autre au Vegalta Sendai. Et au Vegalta Sendai, il arrive à un niveau de souffrance assez hard. Il ne pouvait s'entraîner qu'une seule fois par semaine, et après les matchs, un de ses pieds gonflait tellement que ça ressemblait à un ballon de foot apparemment. C'est lui qui le dit. Sa carrière devait être un calvaire. Il a subi plus de 6 opérations au genou. Tu m'étonnes qu'il ait dû arrêter sa carrière à 30 ans, mais je pense qu'il a dû l'arrêter, mais sans regret. Ça a dû être une libération pour lui à ce niveau-là. Et bien aujourd'hui, il a quitté le monde du football, il s'est lancé dans les affaires, il a notamment lancé une entreprise spécialisée dans la médecine du sport. C'est une entreprise qui propose des petits gadgets qui permettent aux sportifs de récupérer plus facilement d'une blessure, histoire de boucler la boucle en beauté. Mounir El Haddadi, le coup classique. Encore un joueur sur qui on s'est enflammé trop vite. Toujours aussi pressé de trouver le nouveau Messi. Vraiment, faut qu'on arrête avec ces comparaisons, ça ne marche jamais. Mais c'est vrai aussi que les débuts étaient quand même particulièrement excitants avec El Haddadi. Il avait quand même gratté pas mal de temps de jeu, il s'était montré très souvent décisif, et ce temps de jeu, il l'a pas gratté à n'importe quelle époque. C'était sous Luis Enrique, et il arrivait à avoir un poste offensif sous la MSN. Alors certes, profiter des blessures, des absences des titulaires, mais mine de rien, il a quand même pas mal joué. Mais être un bon super sub dans une équipe de légende et devenir un vrai patron, quelle que soit l'équipe, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce statut de patron, ou même tout simplement de joueur vraiment confirmé, presque 10 ans après son premier match avec le Barça, il ne l'a toujours pas. Encore moins celui de star, et encore moins celui de Messi. Après, tout n'est pas à jeter non plus. Il fait une carrière tout ce qu'il y a de plus honorable. Valence, Alaves, Séville, Retafe. Aujourd'hui à Las Palmas, toujours en première division. Il est devenu international espagnol et marocain. Mais bon, au final, il y a eu toute une histoire, toute une polémique autour de ce changement de nationalité sportive. Il avait obtenu gain de cause, mais au final, pour pas grand chose, là non plus. Un bon petit joueur, mais clairement, un éternel espoir classique. Un autre éternel espoir assez célèbre, mais dont la carrière se profile de manière assez triste. Gérard Deulofeu, 30 ans aujourd'hui, et ça fait plus d'1 an qu'il n'a plus joué un match avec l'Udinese. Il avait un vrai talent, mais lui aussi sa carrière a bien été gâchée par les blessures. Mais ce que j'apprécie avec lui, c'est son honnêteté, parce qu'il assume totalement sa responsabilité dans cette situation aujourd'hui. C'est triste, il a envie de continuer de jouer à plus haut niveau, c'est son rêve, mais il sait très bien qu'il n'a pas fait tous les efforts qu'il fallait au début de sa carrière, qu'il n'a pas été suffisamment professionnel, qu'il n'a pas apporté suffisamment de soins à son corps quand il était dans ses meilleures années. Après, est-ce que ce sont les blessures uniquement qui ont empêché sa progression, qui l'ont empêché par exemple de réussir son retour au Barça? Je ne pense pas. Je pense que là aussi,
on s'est un peu tous enflammés sur ce joueur. Parce que certes c'est un joueur qui avait du talent et il a pu le montrer par moments, que ce soit à Everton, à Watford en Première Ligue, lors de son prêt durant quelques mois à Milan, c'était pas mal non plus. Même là l'Udinese il a pu montrer de belles choses par moments, mais ça reste fondamentalement un joueur très irrégulier, il faut le dire. Moi personnellement je n'ai jamais réellement senti le potentiel top player chez lui. D'ailleurs quand il revient à Barcelone, ma première réaction c'est pourquoi ? Allez, je vous en donne un dernier en speed et après je vous donne ma conclusion sur ces nombreux flops parce que ça révèle quelque chose d'assez important je pense sur la Masia en elle-même. Mais d'abord un mot sur Martín Montoya parce que j'ai un avis peut-être un peu paradoxal avec lui. De toute la liste, c'est peut-être celui qui m'a le moins épaté à ses débuts. Quand il fait ses premiers matchs, je me dis ok, bon petit joueur, ce sera très bien pour dépanner mais pas plus. Et quand après son départ de Barcelone il flop à l'Inter, je ne suis pas surpris non plus. Mais pour autant, j'aurais bien aimé que Barcelone le garde. Ok, c'était pas Dani Alves, mais défensivement, il était plutôt bon, et offensivement, c'était ok. Je pense qu'il avait suffisamment de qualité pour devenir un joueur de complément plus qu'honorable dans cette équipe. À trop chercher la pépite, surtout à cette époque où on cherchait à répliquer des joueurs absolument légendaires, je pense qu'on en oublie que la réussite d'un centre de formation, ça passe aussi par la formation de bons petits joueurs, de bons joueurs de complément, qui vont te permettre d'avoir un effectif solide sans avoir à payer des transferts pour chaque poste. Et en ce sens, je pense qu'un Montoya aurait pu rendre de bons services. D'ailleurs, quand tu vois sa carrière derrière, franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Valence, Betis, Brighton, c'est peut-être l'un de ceux qui s'en sort le mieux dans cette liste au final. Bref, pas mal de flops dans cette liste, comme tu peux le constater, mais pour autant, je n'ai aucun reproche à faire à la Masia. Je pense sincèrement que si il y a autant de flops, ça s'explique pour des raisons assez rationnelles, et j'en compte 3, très précisément. D'une, parce que le Barça est une super puissance du football et même si il y a cet ADN de la formation dans ce club, c'est quand même très compliqué de donner une place importante à un jeune joueur quand tu as de très hautes exigences, quand tu as des attentes au niveau des résultats immédiats. Donc lancer des joueurs comme pouvait le faire un Guardiola de manière assez fréquente ou même un Luis Enrique par la suite de temps en temps pour compléter ton effectif, c'est une chose, mais vraiment l'installer comme un titulaire alors que tu as les moyens d'avoir un joueur confirmé à ce poste-là et que tu as un titre à aller chercher, c'est quand même très compliqué. Et s'ils ne réussissent pas ailleurs non plus, c'est parce que le Barça forme des joueurs pour lui, pour son équipe première et surtout pour sa manière de jouer. Donc c'est tout à fait logique et compréhensible que ces joueurs-là aient du mal à s'exporter, qu'ils aient du mal à exprimer leur qualité dans un autre contexte, dans un autre style de jeu, surtout qu'ils ont été formés à jouer d'une manière quand même très particulière. Et la troisième, c'est un peu notre faute en fait. Nous, les observateurs du football, faudrait peut-être qu'on en attende un petit peu moins quand un gamin vient à peine de sortir du centre de formation. Parce qu'on le voit bien dans toutes ces histoires, ça ne leur rend jamais service. Alors évidemment, je n'ai pas parlé des joueurs qui viennent de sortir du centre de formation, les Lamine Yamal, les Baldé, les Gavi et compagnie, les Koubarsi, puisque c'est beaucoup trop tôt pour eux, ça ne rentre pas dans le concept de cette vidéo. Et j'ai également omis volontairement des cas qui me semblent extrêmement évidents, des joueurs du type Onana, Sergi Roberto, Marc Bartra, Eric Garcia, je pense qu'on sait tous ce qu'ils deviennent. Amigo, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, pense bien au petit pouce bleu et à t'abonner. En attendant ma prochaine vidéo, j'ai relancé la série du Mercato Idéal, c'est la saison. Donc si tu n'as pas vu le premier épisode, je te le mets juste ici avec cette première sur Manchester United. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!